Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 juin 2023. Je vous dirais, l'un des plaisirs les plus vifs que m'aura apporté cette longue existence de lecteur, c'est de recevoir un livre par la poste, accompagné d'une lettre. Et d'autant que le livre reçu aujourd'hui, 25 janvier 2023, j'ignorais tout de son auteur. Et je vous montre le livre, je ne vous en parlerai pas ce soir, oui, et comme l'écrit Astérias 666, il s'ajoute à la pile. Cette foutue pile, j'ai établi que j'ai édifié cette petite montagne de livres d'à peine quelques dizaines de centimètres, en pouces si vous préférez, un pouce et demi, 15, 16 pouces, 18 pouces, une trentaine de centimètres. Eh bien, je l'aurais voulu, je l'aurais souhaité, je l'aurais désiré, inatamé, inamovible. J'aurais préféré même la voir s'amincir, fondre, s'amoindrir, s'aplatir, disparaître. Au lieu de cela, des petits monts se multiplient autour d'elle. Et je garde l'objectif bien présent d'araser cette mini-montagne de papier. Mais déjà, je suis encerclé. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour vous limiter, pour vous retenir. Je ne sais pas comment vous faites pour endiguer ces vagues de papier, ces vagues de texte qui viennent se fracasser sur ma pauvre carcasse. Aujourd'hui, Fabienne classait des livres à la librairie. Et elle sortait un livre ici et là. Et comme ceci a l'air intéressant. Et comme celui-ci a l'air intéressant. J'aurais envie de tout lire. J'aurais envie de tout lire, mais comment on fait pour tout lire? Eh bien, la mine sombre, je lui ai répliqué, on ne peut pas. Et même le désir de... Je ne sais même pas comment on ferait pour ne plus avoir le désir. Alors, Astérias 666 m'a envoyé ceci de Daniel Lenk, autobiographie d'un lecteur argentin. Alors déjà, le titre, autobiographie d'un lecteur argentin, est en soi un programme. J'ignorais tout de l'auteur, j'ignorais tout du livre également. Et encore aujourd'hui, je l'ai soupesé, je l'ai parcouru. Ici, Lacan est cité, parce qu'il a fondé une revue, Daniel Link. Il a fondé une revue, c'est un universitaire, c'est un critique littéraire. Et c'est son premier livre apparaît en français. Et la phrase que l'on retrouve, la première phrase que l'on retrouve en quatrième de couverture, je ne sais pas ce que je suis, mais je sais ce que j'ai lu. Alors c'est tout un programme. Hein? Ne pas savoir ce que l'on est, c'est la norme, c'est la règle. Mais je sais ce que j'ai lu, j'aimerais pouvoir être aussi péremptoire dans mon affirmation. Je ne sais même plus ce que je sais, ce que j'ai lu. Les livres m'ont tellement traversé. Ils m'ont traversé, ils m'ont modelé, ils m'ont tout fait, les livres. En fait, ils m'ont fait tout vivre, les livres. Et même, les livres, ma mère parfois me blâmait de
d'acheter des livres, parce que j'achète des livres partout. Et j'avais beau lui expliquer que je ne dépense pas mon argent avec les livres. Je gagne ma vie avec les livres. Ceux des autres. Et ce sont les livres des autres. Donc, d'une certaine manière, je vis à partir du travail des autres, mais n'est-ce pas le cas de nous tous? Mais moi, je vis grâce aux pensées des autres. Je vis grâce aux mots des autres, ce qui n'est pas rien. Parasite supérieur, peut-être? Quand on veut être élégant avec moi, quand on veut être gentil avec moi, on me qualifie de passeur. Terme que je récuse. Je suis un mainteneur. Je suis inamovible. Mais je suis moi-même une petite montagne de mots. Voilà. Et je l'ouvre au hasard. Et Breton est cité. Et Breton écrit, mais dès octobre 1924, à l'époque de la publication du premier manifeste du surréalisme, Breton envisageait l'écriture comme un monologue de débit aussi rapide que possible, sur lequel l'esprit critique du sujet ne laisse porter aucun jugement. C'est un peu l'expérience, c'est une phrase à écouter, c'est une phrase absolument extraordinaire. Alors, je vous la répète, elle est trop extraordinaire. Un monologue de débit aussi rapide que possible, aussi rapide que possible. Alors ici, on entend bien la notion de vitesse. La vitesse tue, mais elle enivre aussi. La vitesse, parfois, ne se trompe pas. Sur lequel l'esprit critique du sujet ne fasse porter aucun jugement. C'est un peu l'expérience du miroir vide des moines taoïstes. On laisse passer les choses, on laisse passer les émotions. On laisse passer les images, on ne les retient pas, on ne s'y agrippe pas. Les émotions passent, on les sait fugaces, on les sait évanescentes, on les sait parfois orageuses, mais on ne s'y attarde pas. Ce qui est une manière de les vivre pleinement aussi. On peut vivre les choses pleinement, parfois même dans le détachement. Mais on ne fait rien de grand non plus sans émotion. On ne fait rien de grand non plus sans passion. Alors, hasard objectif. Encore Dali ici qui est cité. Pour qu'il y ait de l'objectivité, nous dit Dali, il faut qu'il y ait une série. Le sens est là, se déplaçant à travers la série. Il n'est pas immanent à l'objet même, mais il ne provient pas non plus de la conscience de l'interprète, à laquelle il s'impose plutôt par le hasard et la contrainte. Le hasard ici. Alors oui, son récit débute, de ce que j'ai pu en juger sommairement, par ses premières lectures enfantines, qui sont si formatrices pour l'éthos du lecteur. Le bonheur d'être enfermé dans sa chambre, par un beau jour d'été, quand tout nous invite à aller nous épivarder, mais qu'on est happé par un récit. Notre mère, notre grand-mère qui nous exhorte à sortir de notre chambre, de ne pas rester enfermé par un soleil de plomb, et que nous, pendant ce temps-là, nous expérimentons la magie des images, la magie des mots, par ce violent contraste avec l'extérieur flamboyant de lumière. Walter Benjamin est ici convoqué à nouveau. Deleuze, je fais, refais et défais, nous dit Deleuze.
Agamben, qui c'est à nouveau? Duchamp. Alors voilà, Nietzsche, Roland Barthes. Comme l'a révélé un jour Jean-Paul, les livres sont de grosses lettres adressées aux amis. En écrivant cette phrase, il a désigné par son nom, dans sa quintessence, et avec beaucoup de grâce, la nature et la fonction de l'humanisme. Il constitue une télécommunication créatrice d'amitié, utilisant le média de l'écrit. On pourrait ainsi ramener le fantasme communautariste à la base de tous les humanismes au modèle d'une société littéraire dans laquelle les participants découvrent, par le biais des lectures canoniques, leur amour commun pour des émetteurs qui les inspirent. Des émetteurs, ça j'aime bien aussi. Ça va avec maintenant, si on émet. Hein? Dans mes bonjours, j'aurais envie de dire, on irradie. Dans vos bonjours à vous aussi. Alors, oui, Astérias 666, dont je connais la véritable identité. Je l'ajoute à la pile. Je ne vais pas l'ajouter à la nouvelle pile. Je vais l'ajouter à la pile ancienne. Ancienne de l'année en cours. Fraîche ancienneté. Ancienneté récente. Et coûte que coûte, je vais essayer, même si je sais qu'essayer, c'est échouer. Il faut être plus affirmatif. Il faut y aller, il faut le dire, il faut le faire. Et même le faux est encore de trop. Le faire. Le faire, le refaire, le défaire. Je vais l'ajouter à cette pile et je vais essayer de me limiter. Parce que déjà, les multiples objets d'envie et de désir se multiplient. Et le cri, le souffle de la créature désirante, entendu cet après-midi par ma compagne, comment on fait pour tout lire. Il y a Breton qui interrogeait je ne sais trop qui, peut-être c'est Yves Sick, parce que lors de notre fameuse nuit de lecture, dont nous nous remettons à peine, tant le décalage horaire a été grand et émotionnel, pensez-y, nous nous sommes couchés, nous sommes couchés 5 heures du matin, 7 heures de lecture. Il y a un des lecteurs, Yves Shérif, qui nous a et qui a présenté à l'été 2021, l'été 2022, a présenté son film sur André Breton en Gaspésie. Un film extraordinaire. Et il l'a présenté à la librairie ici en avant-première en décembre 2019. Dans le temps avant la pandémie, pré-pandémique. Et ce même film d'André Breton en Gaspésie, il l'a présenté donc en 2022 à Saint-Cirque-la-Popie, là où résidait Breton. Maison, en fait, quasi manoir, quelque chose de gigantesque, où il n'y avait aucune commodité. C'était... il n'y avait pas de toilette. Il y avait une espèce de ce que racontait Yves, il y avait une cavité sculptée dans une pierre massive où on y faisait ses besoins. Alors c'est quelque chose d'extrêmement sommaire. Et que parfois, la nuit venue, c'est ce que décrit Ivan Ivsik, l'atmosphère était très lugubre. Et c'est là où Breton a eu son malaise et a été rapatrié à Paris. Et Breton, je pense donc, je vais y arriver, disait à Ivsik, je pense que c'était à Ivsik qui lui posait la question, avez-vous lu ce qu'il faut? Parce qu'au fond, si on exclut la question du désir
qui est pulsionnel, qui est irrépressible. Pour comprendre une société ou pour avoir les outils nécessaires à la survie, ou plus, non, à la vie, à la grande vie. Non, la survie, ça ne suffit pas, ça ne nous suffit plus. Peut-être nous faut-il un certain nombre de livres, et peut-être pas en si grand nombre non plus. À l'inverse de ma bibliothèque monstrueuse, parfois je fantasme sur une toute petite bibliothèque, où les 100 livres nécessaires pour vivre vraiment, y seraient. Et que je me contenterais uniquement que ça. Peut-être Breton avait cette capacité de retenue. Mais il jugeait qu'il fallait avoir lu un certain nombre de titres. Et je présume qu'on pourrait facilement, en faisant une étude sommaire sur les lectures d'André Breton, les lectures qu'il aurait jugées lui-même essentielles pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, ou encore pour pouvoir faire les changements. Il ne faut jamais oublier que Breton rêvait de la révolution. Révolution nécessaire, je pense, en tout cas, d'une certaine manière. Peut-être que ces livres, tels que le suggérait André Breton, sont au nombre de quelques dizaines tout au plus. Je sais qu'on y trouve Freud, je sais qu'on y trouve Hegel, je sais qu'on y trouve Marx aussi. Et je sais qu'on y trouve Eliphas Lévy, le magicien. Je sais qu'on y trouve un certain nombre d'ouvrages ésotériques, un certain nombre de romantiques allemands aussi. On y trouve quelques poètes, en premier lieu Lautréamont. Et lors de cette lecture, je fais un bond encore, lors de cette nuit de lecture où Yves nous a lu quelques passages de Ipsique, qui a assisté Breton dans ses derniers moments. Je m'éloigne vraiment du sujet. Il écrit magnifiquement que Breton, dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital, il y avait un coucher de soleil qu'on pouvait apercevoir par la fenêtre de l'ambulance. Et Breton a tourné son visage pour recevoir ce soleil. Et Yves se demandait ouvertement lors de notre soirée, lors de notre nuit de lecture, quelles sont les idées que peuvent avoir, que peuvent formuler, quelles sont les pensées qui peuvent être formulées dans un esprit aussi puissant que celui de Breton à l'heure, au moment du trépas. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un si immense écrivain lorsque la mort imminente vient le saisir? À ce livre de Daniel Link, Autobiographie d'un lecteur argentin, publié chez Gallimard dans la collection Arcade, décidément, il y a un mot extrêmement gentil que m'a offert Astérias, 666. Mais il m'a offert une traduction de son cru. Ayant aperçu en photo sa bibliothèque à Astérias, j'ai cru comprendre que Astérias était un polyglotte et que peut-être son métier est traducteur, peut-être. Ou encore, assurément, peut-être que son amour des lettres le porte à se faire à lui-même des traductions des textes aimés. J'aimerais avoir ce talent de polyglotte que je n'ai pas. Je parle un anglais assez rudimentaire et très laborieux, et quelqu'un qui a étudié le fonctionnement du cerveau m'expliquait qu'il y a des gens qui n'entendent pas les mots d'une autre langue. Ils ne les entendent pas. Ça forme une sorte de magma sonore et que ce n'est pas possible pour certaines personnes. Je pense ne pas... je ne dirais pas être atteint de ce mal, mais bref, je parle un anglais
rudimentaire et j'ai plus de plaisir à le lire qu'à l'entendre. Mais ce qui n'est pas vraisemblablement le cas d'Astérias. Alors il m'a offert une traduction d'un poète dont j'ignorais l'existence, un poète catalan, Miquel Martí i Pol. Bon, j'ai fait une recherche sommaire. Il est né en 1929. C'est un autodidacte. Encore là, c'est un terme que je refuse maintenant d'utiliser. J'aurais envie de... C'est un homme qui a été formé par les livres. Donc, ce n'est pas un autodidacte. Je ne sais pas en fait ce que ça veut dire un autodidacte. Et je ne sais même pas si ça existe encore, en fait. Je pense que c'est une vieille notion de l'homme qui s'est fait tout seul. Mais on ne se fait jamais tout seul. Un homme de livre. À Malraux, à qui on posait la question, c'est quoi un intellectuel? Malraux, il répondait sommairement, c'est un homme de livre. Alors, il m'a offert ce poème qui est tiré de Livres sans titre, 1970-1971, traduit du catalan par Astérias. Si un jour il consent que je le nomme par son vrai nom, il pourra me faire signe. Spécialement pour Bruno Lalonde. Et il note ici, en note de bas de page, que l'auteur souffrait de sclérose en plaques, qui le privera peu à peu de toute mobilité. Désormais, la lointaine présence des mots me suffit, et le secret qu'ils taisent, avec le vent qui hurle au dehors, et ce froid qui se glisse entre mes jambes. De ce rien peuvent en être des aurores. Et pendant ce temps, je distille une salive amère, et dans chaque objet connu, j'y dépose la poussière d'un regard. Ce n'est pas l'espérance qui arrête le temps. Les mots, ce sont les mots qui l'arrêtent, qui le déplacent pour créer une nouvelle présence des objets. À travers le miroir des mots, je lis le temps qui n'a rien d'univoque, et je saute sans bouger, d'un angle à l'autre, immobile comme un reptile. C'est le geste qui souille la présence, et le corps devient une boue couverte de croûte. C'est le geste qui tue. Oui, immobile comme un reptile, cette note qui est justement, qui nous est renvoyée, c'était la sclérose en plaques dont souffrait Martí i Pol. Alors, eh bien, écoutez, je vous remercie, Astérias 666. C'est un beau livre, assurément. Déjà, je l'aime. Hein? Déjà, je l'aime. C'est bien. Et c'est un bel exploit de m'offrir un livre. C'est un bel exploit et ça me fait infiniment plaisir. Et déjà par avance, je me sens de plein pied avec lui. Ben oui. Il dit, j'ai entamé une nouvelle vie. Je veux dire une nouvelle bibliothèque. Eh bien voilà, je vous remercie et à demain.